Alors, une guerre contre l'Iran, c'est un sujet qui fait les gros titres, bien sûr, mais au-delà des annonces, quels sont les véritables arguments qui se cachent derrière? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la rhétorique pour essayer de comprendre les vrais enjeux. C'est parti? Faisons un bond dans un futur proche. Imaginons que ça y est, la guerre contre l'Iran a commencé il y a 10 jours. Les médias parlent déjà de victoire imminente, mais si on prend un peu de recul, au-delà de tout ce bruit médiatique, que se passe-t-il réellement sur le terrain et en coulisses? C'est ça la vraie question. Bon, comme pour tout conflit, il y a une justification officielle. La première étape, c'est donc de se pencher là-dessus. Quelles sont les raisons publiques, celles qu'on met en avant pour légitimer cette guerre? Et le premier argument, c'est souvent le plus puissant, celui qui touche à nos valeurs. Cette guerre serait menée au nom de la démocratie. L'idée, c'est de libérer le peuple iranien d'un régime oppressif. Une cause noble, en apparence. Oui, mais voilà, l'analyse met tout de suite le doigt sur une sacrée incohérence. Quand on regarde une carte du monde, on voit bien qu'il y a de nombreuses dictatures, parfois extrêmement répressives, qui, elles, ne font l'objet d'aucune intervention. Alors la question se pose tout de suite, pourquoi l'Iran et pas les autres? La démocratie est-elle vraiment la raison, ou peut-être juste un prétexte? Et c'est là que l'analyse avance une autre hypothèse. Le véritable objectif ne serait pas du tout d'ordre moral ou démocratique, mais purement géopolitique. Il s'agirait tout simplement d'éliminer un rival stratégique qui dérange les États-Unis et Israël dans la région. D'accord. Premier argument, premier doute. Passons maintenant au deuxième grand pilier du discours officiel, l'autre grande raison invoquée pour cette guerre. Et cet argument, on l'entend partout, la menace nucléaire. L'Iran serait sur le point d'avoir la bombe, et il faudrait donc intervenir de toute urgence pour neutraliser son programme. Sauf que là encore, quand on creuse un peu, c'est plus compliqué. Ce qui est fascinant dans l'analyse, c'est qu'elle montre que cette menace imminente est sérieusement remise en question. Et pas par n'importe qui, par l'Agence internationale de l'énergie atomique elle-même, mais aussi par les propres services de renseignement américains. On se souvient même que l'administration précédente s'était carrément vantée d'avoir déjà démantelé ce programme. Bref, le discours semble un peu fragile. Alors, si les deux justifications principales semblent si contestables, qu'est-ce qui se joue vraiment ici? L'analyse nous oriente vers une piste beaucoup plus profonde, qui concerne en fait le droit international lui-même. Et voilà l'idée qui commence à émerger, une idée assez radicale, mise en lumière par la source. Et si le droit international était finalement un obstacle, un frein au progrès, un concept un peu désuet dont il faudrait se débarrasser? Et cette diapositive, elle résume parfaitement le deux poids, deux mesures. C'est assez saisissant. On a les mêmes acteurs qui, d'un côté, réclament, et à juste titre, les sanctions les plus sévères contre la Russie pour sa violation du droit en Ukraine, et de l'autre qui considère que dans le cas de l'Iran, ce même droit, on peut le mettre de côté au nom du progrès. C'est une application à la carte, une vision du monde à géométrie variable. En fait, un monde sans règles communes, ce n'est pas un progrès, c'est un retour en arrière. C'est un peu un retour au 19e siècle, à un monde où c'est la loi du plus fort qui prime, où la puissance brute remplace la justice. Et c'est pour ça qu'il est crucial de bien comprendre ce qu'est la souveraineté. Ce n'est pas juste un mot compliqué. L'analyse le rappelle très bien, ce principe il a été créé par l'ONU juste après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, avec un but très précis, protéger les plus faibles contre les plus forts. C'est un bouclier, pas un obstacle. Ok, on a vu les justifications et les enjeux de principe. Mais maintenant, parlons concret. Parlons des conséquences réelles, humaines, de l'abandon de ces principes. Prenons ce chiffre. 600 000. C'est le nombre de personnes déplacées rien qu'au Liban voisin. Des gens qui ont dû tout quitter à cause de l'extension du conflit. Et puis, il y a l'impact économique, qui nous touche tous. Le prix du baril de pétrole a déjà explosé. Il a dépassé les $100. Et on est seulement au 10e jour de la guerre. Et bien sûr, le plus terrible, c'est le coût humain. Les morts se comptent déjà par milliers. Des civils, des militaires. Une tragédie humaine. Donc si on fait le bilan, même après seulement 10 jours, c'est déjà une catastrophe sur tous les plans. Humain, avec ses dommages collatéraux qui sont en réalité des crimes de guerre, écologique, avec des destructions massives, économique, avec une crise qui s'annonce, et c'est ça le grand paradoxe, politique, la guerre n'a pas affaibli le régime iranien, au contraire, elle a renforcé sa ligne la plus dure, c'est un échec total sur ce plan. Maintenant, l'analyse se penche sur le rôle de l'Europe dans tout ça. Et ce qu'elle met en évidence, c'est une position pour le moins contradictoire. La contradiction est là, noir sur blanc. D'un côté, l'Europe se construit sur des principes forts, le respect du droit international, le multilatéralisme, la charte de l'ONU. Mais de l'autre, que voit-on?
un silence presque total quand ses propres alliés violent ouvertement ces mêmes principes. Et la conséquence, elle est double et elle est terrible. D'abord, une perte de crédibilité morale. Comment défendre des principes si on ne les applique pas à ses amis? Et ensuite, une perte de crédibilité stratégique. L'Europe devient une simple spectatrice. Elle n'est plus un acteur qui pèse sur la scène mondiale. L'analyse pointe une autre contradiction, encore plus profonde peut-être. Tous les pays de l'Union européenne sont, en principe, farouchement opposés à la peine de mort. C'est une valeur fondamentale. Pourtant, on les voit accepter, voire applaudir, quand des dirigeants étrangers sont éliminés via des exécutions extrajudiciaires. C'est quand même un grand écart idéologique. Cette citation de la source, elle résume tout. Elle nous alerte sur ce qui est en train de se passer. On est en train de construire, brique par brique, un monde extrêmement dangereux. Un monde où la puissance, et seulement la puissance, donne tous les droits. Et c'est sur cette question que l'analyse nous laisse, une question essentielle pour l'avenir des relations internationales. Est-ce vraiment ça, le monde que l'on veut? Un monde où la puissance donne tous les droits? La question reste ouverte.